Je m'appelle Sylvie Testude. Je suis contre-amiral dans la marine française, en poste à Toulon. Je commande des sous-marins nucléaires valant des milliards d'euros, des centaines de membres d'équipage hautement qualifiés et le silence absolu des profondeurs marines. À des milliers de mètres sous l'océan, à des profondeurs où la pression peut écraser l'acier, mon travail consiste à élaborer des stratégies et à garder mon sang-froid. Si je commets une erreur, des gens mourront. C'est pourquoi je ne commets pas d'erreur. Jamais. Mais l'ironie de la vie, c'est que même au fond des profondeurs les plus sombres de l'océan, je ne me souviens pas m'être senti aussi étouffé qu'à la table familiale. Cette histoire ne parle pas d'uniforme, de médailles ou de stratégie militaire. Cette histoire parle de la façon dont les liens du sang peuvent parfois se transformer en une vigne vénéneuse. Et si, à un moment donné de votre vie, vous avez été rendu invisible par votre famille, si vos succès ont été minimisés et vos erreurs amplifiées, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car vous vous reconnaîtrez dans ce que je vais vous raconter. Si vous êtes prêts, retournons à cette nuit fatidique, dans cette maison de pierre froide à la périphérie de Lyon. Il pleuvait. Le célèbre soleil du sud de la France avait laissé place à des nuages gris et sombres. En roulant de Toulon vers la maison de ma famille, dans la campagne lyonnaise, je ressentais ce nœud familier dans mon estomac. À la base militaire, j'étais commandant. Tout le monde me saluait, chaque ordre que je donnais était considéré comme une loi. Mais dès que je franchissais la porte de cette maison, je n'étais plus que Sylvie. Sylvie qui n'était pas assez bien. Cette soirée était spéciale. Du moins, c'est ce que je croyais. J'avais été nominée pour la Légion d'honneur, la plus haute distinction française. Ma famille m'avait invitée à dîner pour fêter ça. Avec un espoir naïf, je pensais que cette fois-ci, peut-être, ils seraient fiers de moi. Je me trompais. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère était dans la cuisine, comme d'habitude, et mon père lisait le journal devant la cheminée. Ma sœur Élodie était là. Élodie était là. Un verre de Bordeaux coûteux à la main, elle m'a regardé avec son sourire hypocrite. « Ah, Sylvie !» dit-elle, comme si mon uniforme était un costume d'Halloween. « Tu portes toujours ces vêtements gris? Ne pourrons-nous jamais te voir dans une élégante robe Dior ?» Je ne répondis pas. Je me contentais de sourire. J'étais habituée à ces piques passives-agressives. Élodie avait 2 ans de moins que moi. Elle n'avait jamais travaillé de sa vie. Elle avait fait ses études dans des écoles privées grâce à l'argent de mon père, puis elle avait trouvé un mari riche, avait divorcé et avait commencé à mener une vie mondaine. Grâce à une pension alimentaire confortable. Les nuits blanches que je passais en mer étaient pour elle un mauvais choix. Lorsque nous nous sommes assis à table, la tension était palpable. Ma mère avait préparé son célèbre coq au vin. Mais j'avais du mal à avaler. Mon père, regardant son assiette, a dit « Eh bien, il paraît que tu vas encore recevoir une médaille. » Il n'y avait aucune excitation dans sa voix. C'était comme s'il disait « Tu as encore acheté du lait au supermarché. »« Oui, papa. » ai-je répondu en essayant de garder un ton ferme. La Légion d'honneur. Elle sera remise par le président. À ce moment-là, Élodie a pris une grande gorgée de vin et a éclaté de son rire aigu. Tout le monde à table s'est figé. « Pour l'amour de Dieu, Sylvie !» dit Élodie en posant brutalement sa fourchette sur son assiette. « Tu penses vraiment que c'est une réussite? Soyons honnêtes. Tu n'es qu'une femme seule qui se cache au fond de la mer et qui se comporte comme un homme. C'est tout. » Je regardais ma mère. J'attendais qu'elle dise quelque chose. J'attendais qu'elle dise « Élodie, parle correctement à ta sœur. » Mais elle se contenta d'essuyer sa bouche avec sa serviette et détourna le regard. Quant à mon père souriait légèrement. À ce moment-là, j'ai compris. Je n'étais pas une héroïne à leurs yeux. Pour eux, j'étais cette fille grossière qui restait à la maison, faisait des tâches masculines, et gâchait l'image esthétique de la famille. Mais le coup le plus dur n'était pas encore venu. Élodie s'est penchée sur la table et m'a regardé dans les yeux. Dans ses yeux, il y avait une jalousie et une haine pure et distillée. « Tu sais, dit-elle d'une voix à peine audible, mais qui résonna dans toute la pièce, tout le monde se moque de toi, Sylvie. Pourquoi crois-tu qu'il te donne ces médailles? Par pitié. Parce que tu n'as ni mari, ni enfant qui t'attendent. Tu es une femme froide, que personne n'aime, qui va vieillir dans ces boîtes métalliques. Tu es notre honte. » Et il rit. Ce n'était pas un rire moqueur. C'était l'expression de son mépris, de son dédain et du poison qu'il avait accumulé pendant des années. Et tu sais ce qui était le pire? Mon père a ri aussi. Ma mère a gloussé. À ce moment-là, le temps s'est arrêté. Un bourdonnement a commencé dans mes oreilles, comme le bruit de la pression lorsqu'un sous-marin plonge. Les sons autour de moi sont devenus sourds. L'expression triomphante d'Élodie, l'indifférence de mon père, l'approbation silencieuse de ma mère. Mon cœur ne s'est pas brisé. Non, ce serait trop simple. Mon cœur s'est figé à cet instant. Pendant des années, j'avais tout fait pour obtenir leur approbation. J'avais fréquenté les meilleures écoles, terminé les formations les plus difficiles avec les meilleures notes.
survécu à des missions que même les hommes ne pouvaient supporter et avait fini par démissionner. Tout ça pour que mon père me dise une seule fois bravo, ma fille. Tout ça pour que ma mère ne grimace pas en parlant de moi à ses amis. Mais ces rires m'ont frappé comme une gifle. Ils n'étaient pas ma famille. C'étaient des étrangers qui prenaient plaisir à me rabaisser, à essayer de voler ma lumière. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai posé calmement ma serviette sur la table. J'ai repoussé ma chaise. Le grincement des pieds métalliques sur le parquet a coupé les rires dans la pièce comme un couteau. Où vas-tu? A demandé mon père, surpris. Nous n'avons pas encore mangé le dessert. Je me suis levée. J'ai ajusté la veste de mon uniforme. Les étoiles sur mes épaules brillaient à la lumière du lustre. J'ai regardé Élodie. Je ne sais pas ce qu'elle a vu dans mes yeux à ce moment-là, mais son sourire s'est figé sur son visage. Probablement pour la première fois de sa vie, elle voyait devant elle non pas sa sœur, mais un vice-amiral. Merci pour le repas. Ai-je dit. Ma voix était si calme que j'en ai moi-même été surprise. Il n'y avait plus de tempête en moi. Seulement un calme mortel. Mais je vois qu'il n'y a pas de place pour moi à cette table. Et il n'y en aura plus jamais. Assieds-toi, Sylvie, ne fais pas l'idiote, dit Élodie en essayant de retrouver le ton moqueur de sa voix. On plaisantait, c'est tout. Tu es trop susceptible. Je me suis penchée vers elle, mon visage tout près du sien. Une blague, dis-je, on rit quand c'est drôle, Élodie. Vous êtes juste pitoyable. Je me suis retournée et je suis partie. J'ai entendu mon père crier derrière moi, Sylvie, reviens. J'ai entendu ma mère se mettre à pleurer. J'ai entendu la voix méchante d'Élodie dire laissez-la partir, occupez-vous de vos affaires. Mais je ne me suis pas arrêtée. Je suis sortie par la porte. Je suis montée dans ma voiture. Et j'ai démarré le moteur. Cette nuit-là, je n'ai pas seulement quitté cette maison. Cette nuit-là, j'ai laissé mon passé, mon enfance. Le dernier brin d'amour que j'avais pour ces gens sur cette table. Parmi les verres de vin à moitié vides. Quand je suis arrivée sur l'autoroute, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai refusé l'appel. Mon père a appelé. J'ai refusé l'appel. Élodie m'a envoyé un message. Tu es très égoïste. Tu as fait pleurer ma mère. Ne nous appelle plus jamais. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager. Je n'ai pas versé une seule larme. J'étais libre. Seule, oui. Mais libre. Alors, l'histoire s'arrête-t-elle là? Non. Ce n'était que le début. Car la vie vous joue parfois ses plus grandes farces lorsque vous pensez que tout est fini. Ce soir-là, alors qu'Élodie me riait au nez et me traitait de femme seule que personne n'aime, elle ignorait une chose. L'avenir lui réservait un scénario qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les mois ont passé. Je me suis plongée dans mon travail, mes mères, mon silence. J'avais complètement rayé ma famille de ma vie. Jusqu'à ce jour-là. C'était une journée comme les autres lorsque la liste des nouveaux officiers affectés à la base navale de Toulon m'a été remise. J'ai pris une gorgée de café et j'ai commencé à examiner les dossiers. Lieutenant, sous-officier, personnel technique. Et puis j'ai vu un nom. Ou plutôt, une photo. Je reconnaissais le visage sur la photo. Nous ne nous étions jamais rencontrés, mais j'avais vu ce visage à maintes reprises sur les réseaux sociaux, dans les publications ostentatoires d'Élodie. Cet homme était le nouveau mari de ma sœur Élodie. Quelques semaines après m'avoir humiliée, elle avait épousé cet homme qu'elle décrivait comme l'amour de ma vie, un homme très fort. Il s'appelait le lieutenant Laurent Mercier. Et maintenant, il était sous mes ordres. Je refermais doucement le dossier. Je regardais les navires de guerre gris dans le port depuis la fenêtre de ma chambre. Un sourire froid et involontaire apparut sur mes lèvres. Quand Élodie m'avait souri ce soir-là, elle n'avait pas imaginé que son mari se tiendrait un jour au garde-à-vous devant moi. Que son destin serait entre mes mains. Les règles du jeu avaient désormais changé. La table n'avait pas basculé. Elle était désormais sous mon contrôle. Vous ne pouvez même pas imaginer la suite de cette histoire. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous si vous voyiez le mari de votre sœur, qui vous a humilié devant votre famille, à vos ordres? Prendriez-vous votre revanche ou agiriez-vous de manière professionnelle? J'attends votre réponse dans les commentaires, car ce que j'ai fait n'était ni l'un ni l'autre. C'était bien plus que cela. Les matins ne commencent pas dans le calme à la base navale de Toulon. Ils commencent par le bruit du métal contre le métal, l'écho des ordres et le vrombissement des moteurs diesel. Ici, ce ne sont pas les émotions qui règnent, mais les règles. Et moi, le contre-amiral Sylvie Testude, je suis la gardienne de ce royaume. Ce matin-là, en enfilant mon uniforme, je me suis regardée dans le miroir. Les médailles sur ma poitrine, les galons sur mes épaules. Tout cela témoignait des années de combat et des nuits sacrifiées. Mais ce jour-là, cet uniforme n'était pas seulement une tenue de service. Ce jour-là, cet uniforme était mon armure. Et dans quelques instants, j'allais subir le plus grand test de cette armure. Le lieutenant Laurent Mercier, le mari de ma sœur, mon nouveau supérieur. Nous ne nous étions pas encore rencontrés. J'avais examiné son dossier.
Il avait reçu une bonne éducation, ses notes étaient supérieures à la moyenne. Mais il y a des choses qui ne figurent pas dans les dossiers, comme le caractère, comme la loyauté, comme l'arrogance. Je connaissais les goûts d'Élodie. Elle aimait les choses qui brillaient, même si elles étaient vides à l'intérieur. Je n'allais pas tarder à savoir si Laurent était l'un d'entre eux. Lorsque je suis sorti dans la grande cour de la base, le vent soufflait fort. Centaines de soldats étaient alignés en ordre régulier. Les officiers nouvellement nommés attendaient avec excitation et nervosité au premier rang. Mon assistant, le colonel Moreau, s'est approché de moi et m'a salué. « Commandant, la garde d'honneur est prête. » dit-il. J'acquiesçai d'un signe de tête. « Commençons, colonel. » Je me mis en marche. Chaque bruit de mes bottes sur l'asphalte résonnait dans le silence de mort qui régnait sur les lieux. Je m'arrêtais devant chaque soldat, le regardais dans les yeux et vérifiais son uniforme et sa posture. En tant que commandant, je voulais que mes soldats ne se contentent pas de m'obéir, mais qu'ils me fassent également confiance. Mais ce jour-là, ce n'était pas la confiance que je recherchais. Ce que je recherchais était évident. Et puis je l'ai vu. Au bout de la file, un homme grand aux épaules larges et, je dois l'avouer, d'une beauté agaçante. Les goûts d'Élodie n'avaient pas changé. Laurent Mercier semblait tout droit sorti d'une couverture de magazine. Son uniforme était impeccable, son rasage de près, mais dans ses yeux, il y avait une lueur qui n'aurait pas dû être là chez un soldat. De l'arrogance. Je me suis arrêté devant lui. Il me regardait droit dans les yeux. Sa respiration était calme. « Lieutenant Mercier », dis-je d'une voix ni dure ni douce, juste, autoritaire. Il a tourné son regard vers moi. Et à ce moment-là, j'ai vu ce que j'attendais. Ou plutôt, ce que je n'ai pas vu. Il n'y avait pas de reconnaissance. Il y avait de la peur, oui. Il y avait du respect, forcément. Mais il n'y avait pas le moindre signe qu'il voyait la sœur de ma femme. Il ne m'avait pas reconnu. Comment était-ce possible? Élodie ne lui avait-elle jamais montré ma photo? Ne lui avait-elle jamais parlé de moi? Puis je me suis souvenu des paroles d'Élodie ce soir-là: tu es notre honte. Bien sûr, pourquoi quelqu'un comme Élodie montrerait-il les photos de sa sœur, qu'elle qualifie de nulle et solitaire, à son parfait mari? Elle l'avait peut-être décrite comme une personne effacée, un échec qui ne sortait jamais de chez elle. Il devait connaître mon nom, Sylvie, et Testude. Mais le nom de famille Testude n'était pas rare en France. Et il ne pouvait pas imaginer que cette femme forte, décorée, intimidante, qui se tenait devant lui, pouvait être cette pauvre Sylvie. Cette pensée me procura un plaisir froid et sombre. Le fait que votre ennemi ne vous reconnaisse pas est le plus grand avantage que vous puissiez avoir dans une guerre. À ce moment-là, j'étais invisible. Et un ennemi invisible est toujours le plus dangereux. À vos ordres, commandant, dit Laurent d'une voix forte et assurée. J'ai examiné votre dossier, lieutenant, dis-je sans le quitter des yeux. Il est écrit que vous êtes spécialisé dans la défense anti-sous-marine. Oui, commandant. J'ai obtenu mon diplôme à l'Académie de Brest. Il y avait une pointe de vantardise dans sa réponse. Il aurait dû se contenter de dire oui, au lieu de avec mention. Manque de modestie. Je notai ma première remarque dans le carnet noir que j'avais dans ma tête. Les académies enseignent la théorie, lieutenant, dis-je en m'approchant de lui d'un pas. Il n'y avait plus que quelques centimètres entre nous. J'envahissais son espace personnel, ce qui était un signe de domination. Ici, à Toulon, nous ne nous intéressons pas à la théorie. Nous nous intéressons à la survie. Et votre brillant diplôme ne vous sauvera pas lorsqu'une fuite se produira à 300 mètres de profondeur. Il déglutit. Je vis sa pomme d'Adam bouger. Sa brillante assurance s'était légèrement ébranlée. C'est compris? Murmurai-je. Compris, commandant. Bien, dis-je en m'éloignant. Alors mettons la théorie en pratique. Votre première mission concerne le hangar de maintenance du sous-marin Le Terrible. Nettoyage des réservoirs de cale et contrôle manuel des soupapes de pression. Vous le ferez vous-même. Tout seul. Une vague de choc passa dans ses yeux. C'était une tâche difficile, non seulement pour un officier, mais même pour un soldat. Une tâche sale, épuisante et humiliante. Exactement le genre d'accueil que méritait le mari d'Élodie. Mais commandant, commença-t-il. Je haussai les sourcils. Vous avez une objection, lieutenant? Il se ressaisit immédiatement. Non, commandant. À vos ordres. Je me retournai et continuai à marcher. Le colonel Moreau était à mes côtés, essayant de cacher son étonnement. Commandant, dit-il à voix basse. Nettoyez la cale. N'est-ce pas un peu dur pour un nouvel officier? Je lui répondis sans le regarder. L'arrogance se nettoie avec la saleté, colonel. Ce gamin a besoin de se salir les mains. De retour à mon bureau, mon cœur battait à tout rompre. Mais ce n'était pas de peur, c'était de l'adrénaline. Je m'assis à mon bureau et allumai mon ordinateur. Je ressortis le dossier personnel de Laurent Mercier. Mais cette fois, je n'allais pas me contenter de consulter ses états de service. J'ai passé un coup de fil.
Un vieil ami, inspecteur à la brigade financière de Paris. François, lui ai-je dit, j'ai besoin que tu me rendes un service. Je voudrais que tu fasses des recherches sur un certain Laurent Mercier. Ses comptes bancaires, ses dettes, ses dépenses par carte de crédit. En particulier les transferts d'argent importants effectués au cours des 6 derniers mois. Je veux tout savoir. Sylvie, tu as des ennuis? M'a demandé François, inquiet. Non. Répondis-je en regardant par la fenêtre, fixant le hangar où Laurent était probablement en train de se salir de graisse et de rouille. Je protège simplement ma famille. Ou ce qu'il en reste. Après avoir raccroché, je regardais le cadre posé sur mon bureau. C'était une photo d'Élodie et moi, enfants. Nous rions tous les deux, innocents. Je pris la photo et la jetai au fond d'un tiroir. L'innocence était morte. L'heure était venue de passer à l'action. Avez-vous déjà tenu entre vos mains la vie d'une personne qui vous avait fait du mal? Avez-vous déjà ressenti le pouvoir enivrant que procure le fait d'attendre en silence, alors que son destin est entre vos mains? Si votre réponse est non, vous avez de la chance. Car ce pouvoir est toxique. Mais si votre réponse est oui, vous comprenez très bien ce que je ressens en ce moment. Soyez honnête dans vos commentaires. Si un tel pouvoir vous était donné, l'utiliseriez-vous immédiatement ou, comme moi, en profiteriez-vous pour jouer? Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là. Je suis resté au bureau. J'ai travaillé tard dans la nuit. Vers minuit, le rapport de Laurent Mercier m'est tombé sous les yeux. Il ne s'agissait pas seulement du rapport militaire, mais aussi des premières informations fournies par François. Et ce que j'ai vu? Ce que j'ai vu m'a surpris, moi-même. Élodie m'avait dit que son mari était très puissant et riche. Mais les documents devant moi racontaient une toute autre histoire. Laurent Mercier n'était pas riche. Laurent Mercier était endetté jusqu'au cou. Il était accro au jeu et pire encore, juste avant son mariage avec Élodie, des sociétés douteuses avaient été créées à son nom. J'ai souri. Cette fois-ci, mon sourire n'était pas aussi froid que celui du matin. Cette fois-ci, c'était le sourire d'un loup qui avait acculé sa proie. Ma sœur savait-elle qui était réellement cet homme parfait, qu'elle utilisait pour m'humilier? Était-elle elle aussi trompée? Ou bien faisait-il tout de partie d'un jeu beaucoup plus vaste et beaucoup plus sordide? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Rapprocher Laurent. Lui paraître amical. Et, au moment où il serait le plus vulnérable, faire tomber son masque. Mais pour cela, j'avais besoin de temps. Et pour gagner ce temps, je devais faire preuve d'une patience à toute épreuve. Demain, je lui confierai une nouvelle mission. Je le récompenserai. Oui, vous avez bien entendu. Après le nettoyage de la cale, je le récompenserai. Pourquoi? Parce que la meilleure façon de détruire quelqu'un, c'est d'abord de le porter au nu. Plus la chute est haute, plus elle est destructrice. Êtes-vous prêts? Car les eaux commencent tout juste à se réchauffer. Et Laurent Mercier ne se rend même pas compte qu'il vient de plonger dans un bassin rempli de requins. Le cerveau humain est fascinant. Si vous lui infligez une punition, il se rebelle, mais si vous lui présentez cette punition comme un test, il vous en sera reconnaissant. Lorsque j'ai envoyé Laurent Mercier nettoyer la cale, tout le monde pensait que je le torturais. En réalité, je ne faisais que nourrir son ego. Car une personne dont l'ego est nourri mangera sans poser de questions le premier os qu'on lui lancera. Et le moment était venu de lui jeter cet os. Pendant 2 jours, je l'ai regardé faire un travail humiliant pour un officier dans ce hangar étroit, gras et sans air. J'ai enregistré chacun de ses mouvements, chacun de ses jurons, chacun de ses grognements à l'aide de caméras. Mais il n'a pas abandonné. Il devait le faire. Il avait des dettes, je le savais. Il avait besoin de son salaire, de sa carrière, mais surtout du statut que lui conférait cet uniforme. Le 3e jour, au matin, je l'ai fait venir dans mon bureau. Quand il est entré, il avait retiré sa combinaison et enfilé son uniforme propre, mais les taches d'huile de moteur sur ses mains étaient encore visibles. Il était fatigué. Il avait les yeux cernés. Il s'attendait probablement à une réprimande, voire à une punition plus sévère. « Asseyez-vous, lieutenant. » Lui et je dis sans lever la tête de mes dossiers. Il s'assit timidement sur le bord de sa chaise. Il n'avait plus rien de l'air académique qu'il avait le premier jour. Je fermai le dossier et le regardai. Mon visage affichait une expression étudiée, légèrement admirative. J'ai examiné les rapports de cale, dis-je. Le chef mécanicien du Le Terrible a déclaré que les réservoirs n'avaient jamais été aussi propres depuis leur sortie d'usine. Laurent fut surpris. Il leva la tête. Vraiment, commandant? Oui, répondis-je en adoucissant ma voix. Je vais être franc avec vous, lieutenant. La plupart des diplômés de l'académie qui viennent ici ont peur de se salir les mains. Ils se considèrent dignes de postes administratifs, de salles de stratégie. Je vous ai confié cette mission parce que je voulais voir à quel point vous étiez résistant. Et pour être honnête, vous m'avez surpris. Une lueur d'espoir apparut dans ses yeux. Il avait vu l'appât au bout de la ligne. Merci, commandant. Je ne faisais que mon travail, dit-il. Mais la fierté était revenue dans sa voix, le sens du devoir.
dis-je, comme si je parlais d'une vertu très importante. C'est exactement ce que je recherche, et c'est pourquoi je souhaite vous inclure dans un nouveau projet. Je sortis un épais dossier bleu portant la mention CONFIDNTIL du tiroir de mon bureau. Je le posai devant lui. Nous avons détecté certaines irrégularités dans la chaîne logistique de la base de Toulon, dis-je en baissant la voix. C'était le signe que je l'avais intégré. J'ai besoin d'un agent de liaison en qui je peux avoir confiance, qui accorde de l'importance aux détails et surtout qui ne divulguera aucune information à l'extérieur. Dans le cadre de ce projet, vous travaillerez directement sous mes ordres. Budget d'achat, liste de fournisseurs. Tout passera sous votre contrôle. Laurent regarda le dossier. Ses pupilles se dilatèrent. Le mot budget d'achat avait déclenché le centre de la cupidité dans son cerveau. Pour un homme criblé de dettes, quoi de plus doux que de se tenir au bord d'une rivière où coule l'argent? C'est un grand honneur, commandant, dit-il d'une voix tremblante. Je vous remercie de me juger digne de cette tâche. Je levai la main. Vous n'êtes encore digne de rien, lieutenant. C'est une opportunité. Profitez-en. Et n'oubliez pas, ce qui se dit dans cette pièce reste dans cette pièce. À vos ordres, commandant. Je ne vous décevrai jamais. En sortant de la pièce, sa démarche avait changé. Ses épaules étaient redressées, ses pas plus assurés. Il n'était plus le lieutenant de cale. Il était désormais l'homme de confiance de l'amiral. Et dès que la porte se referma, j'effaçai mon sourire. La première étape du plan était terminée. J'avais fait comme si je lui faisais confiance. Je lui avais donné ce dont il avait le plus besoin, à savoir l'illusion d'avoir accès à l'argent. Il ne me restait plus qu'à attendre qu'il mette la main dans la caisse. Mais je n'avais pas prévu que le destin, ou peut-être l'impatience d'Élodie, allait accélérer mon plan. Une semaine plus tard, c'était la pause déjeuner. Une notification est arrivée du poste de garde de la base, c'est-à-dire de l'entrée principale. Le chef de la sécurité m'appelait. « Commandant, je m'excuse de vous déranger », dit-il d'une voix hésitante. « Mais il y a ici une civile qui insiste pour entrer. Elle dit être l'épouse du lieutenant Mercier. Et franchement, elle pose un peu de problème. » J'ai affiché les images des caméras de sécurité sur mon écran. Et je l'ai vue. Élodie. Elle était garée devant une voiture de sport rouge décapotable, probablement louée ou achetée à crédit. Elle portait des lunettes de soleil et criait après le jeune soldat de garde. À côté d'elle, on pouvait voir des sacs de course empilés sur la banquette arrière. Elle était venue de Lyon juste pour se faire remarquer. Ne la laissez pas entrer. Ai-je dit au chef. C'est une base militaire, pas le parking d'un centre commercial. Sans carte de visiteur, personne ne peut entrer. Compris, commandant. Mais madame, elle donne aussi votre nom. Elle crie « Ma sœur est commandant ici ». Je suis resté glacé. C'était le moment que je redoutais. Si Élodie criait le vice-amiral Testu de ma sœur, et que Laurent l'entendait, tout serait fini. Mais j'ai réfléchi. Élodie était arrogante, mais pas stupide. Elle n'avait pas dit à Laurent qui j'étais parce qu'elle avait peur que son mensonge soit découvert. Alors pourquoi utilisait-elle mon nom maintenant? Mettez le haut-parleur. Ai-je dit. La voix aiguë d'Élodie a résonné dans mon bureau à travers le système audio grésillant. Savez-vous qui je suis? Mon mari est le lieutenant Mercier. Et ma sœur. Ma sœur est une personne de très haut rang. Si vous ne me laissez pas entrer, je vous ferai tout virer. J'ai souri. Une personne de très haut rang. Elle ne mentionnait pas mon nom. Elle utilisait simplement la figure de sa sœur, comme moyen de pression. Elle avait probablement dit la même chose à Laurent. Ma sœur est une personne importante dans la marine, mais nous sommes en froid, donc nous ne nous voyons pas. Ce mensonge la faisait passer à la fois pour une personne puissante et une victime. Du grand Élodie. Chef, lui et jeudi, faites-le attendre. Appliquez les procédures. Contrôle d'identité, fouille du véhicule. Dans les moindres détails. Et prévenez le lieutenant Mercier. Qu'il sache que sa femme est à la porte et qu'elle fait une scène. Je continuais à observer la scène depuis mon écran. 5 minutes plus tard, Laurent arriva en courant à la garde. Son visage était livide. Il craignait de perdre le prestige nouvellement acquis des hommes de l'amiral. À cause de sa femme, qui faisait une scène à la porte. Élodie sortit de la voiture et tenta de se jeter dans ses bras, mais Laurent la repoussa brutalement. Ils se sont mis à se disputer. Élodie gesticulait, demandant probablement de l'argent ou pourquoi elle n'était pas autorisée à entrer. Laurent, quant à lui, regardait autour de lui pour vérifier si les gardes les entendaient. Puis Élodie sortit une enveloppe de son sac. Une enveloppe jaune officielle. Elle frappa Laurent à la poitrine et lui tendit l'enveloppe. Laurent prit l'enveloppe, regarda à l'intérieur et ses épaules s'affaissèrent. La colère sur son visage fit place à une peur pure. Il dit quelque chose à Élodie, acquiesça d'un signe de tête et repartit précipitamment. Élodie, quant à elle, monta dans sa voiture avec un air triomphant et s'éloigna en faisant crisser ses pneus. Que contenait cette enveloppe? Qu'est-ce qui avait tant effrayé Laurent et tant satisfait Élodie?
Je devais le savoir. Et Laurent venait de connaître la erreur de sa vie. Il avait introduit cette enveloppe dans son bureau où se trouvaient les projets confidentiels. C'est-à-dire sous ma surveillance. Je suis sorti de mon bureau. J'ai croisé Laurent dans le couloir. Il était essoufflé. Il avait caché l'enveloppe dans la poche intérieure de sa veste, mais on voyait qu'elle était bombée. Lieutenant, dis-je. Il s'arrêta brusquement et me salua. Tout va bien. Un problème a été signalé à la caserne. Ce n'est rien d'important, commandant. A-t-il répondu. Une goutte de sueur perlait sur son front et coulait sur sa joue. Ma femme voulait me faire une surprise. Elle ne connaît pas les procédures. Je l'ai renvoyée. Je comprends, dis-je en fixant du regard la partie bombée de sa veste. Les civils ont du mal à comprendre la discipline militaire. J'espère que cela n'affectera pas votre concentration sur le projet. Vous savez, nous devions examiner les projets de budget aujourd'hui. Non, commandant, cela n'aura aucune incidence. Je me mets au travail immédiatement. Très bien. Soyez dans la salle de briefing à 19 h ce soir. Je veux les rapports. À vos ordres. Il s'éloigna rapidement. Il ne se rendit pas aux toilettes, mais directement dans le bureau temporaire qui lui avait été attribué. Je retournai immédiatement dans ma chambre et m'assis devant mon ordinateur. J'ouvris la caméra de sécurité installée dans le bureau de Laurent. Il entra dans la pièce et verrouilla la porte. Il sortit l'enveloppe de sa veste. Ses mains tremblaient. Il ouvrit l'enveloppe et étala les papiers qui s'y trouvaient sur la table. J'ai zoomé sur la caméra. L'image est devenue plus nette. Il y avait un logo sur les papiers. Le logo d'un cabinet d'avocats. Et en gros caractères, le titre du document disait « Acte DE succession et procédure DE transfert propriété DE la famille TSTUD ». Mon sang se glaça. Élodie et Laurent n'étaient pas seulement criblés de dettes. Ils essayaient de s'approprier les biens immobiliers de mes parents, c'est-à-dire nos biens immobiliers, à mon insu, probablement à l'aide de procurations falsifiées ou de mensonges. Le rire de mon père ce soir-là, le silence de ma mère. Peut-être que tout cela faisait partie du plan. Le plan visant à m'éloigner de ma famille et à me priver complètement de mon héritage. En regardant l'écran, la colère glaciale qui m'habitait s'est à nouveau enflammée. Je vois, Élodie. C'était donc ça, l'ampleur du jeu. Vous ne vous étiez pas contenté de me briser le cœur, vous vouliez maintenant me voler mon passé, mes racines. Mais vous aviez oublié une chose. Les documents qui se trouvaient sur cette table étaient surveillés par l'un des réseaux militaires les plus sécurisés de l'État français. En introduisant ces documents dans une installation militaire, Laurent avait transformé une escroquerie civile en une activité suspecte d'un membre du personnel représentant un risque pour la sécurité nationale. J'ai porté ma main au téléphone. Je n'ai pas appelé François. Cette fois, j'allais appeler le procureur militaire. Mais pas tout de suite. J'allais d'abord attendre que Laurent essaie de mettre la main sur cet argent, qu'il tente de voler un centime de ce budget. Car alors, je pourrais le faire juger non seulement pour vol, mais aussi pour trahison. Laurent avait pris sa tête entre ses mains et regardait désespérément les papiers sur la table. Je regardais son visage à l'écran et lui ai murmuré « Mangez votre repas, lieutenant, car ce sera votre dernier. Qu'auriez-vous fait à ma place, si vous aviez vu votre propre famille connaître une fraude pour vous priver de votre héritage? Les auriez-vous immédiatement arrêtés ou auriez-vous attendu, comme moi, qu'ils s'enfoncent davantage dans le piège? La patience est le remède le plus amer, mais aussi le plus efficace pour se venger. Et ce remède n'avait pas encore fait pleinement effet. Je ne sais pas combien de temps je suis resté devant cet écran. Peut-être 5 minutes, peut-être toute une vie. À l'écran, Laurent était affalé, la tête entre les mains, l'air abattu. Mais mon regard n'était pas fixé sur lui, mais sur l'enveloppe jaune posée sur son bureau. Dans cette enveloppe se trouvait le document officiel attestant comment mon enfance, mes souvenirs et les personnes que je considérais comme ma famille m'avaient rayé de leur vie. Je me suis immédiatement précipité sur mon clavier. Sans désactiver les protocoles de sécurité, j'ai copié les 10 dernières minutes d'enregistrement de la caméra du bureau de Laurent sur mon disque dur personnel crypté. Cette image était plus qu'une preuve pour le tribunal, c'était un appel au réveil pour moi. Je ne me battais plus seulement contre ma sœur et son mari, qui n'était qu'une marionnette. Je me battais désormais aussi contre la femme qui m'avait donné la vie et l'homme qui m'avait élevé. Il était 18h55. Il restait 5 minutes avant la réunion. Je me suis levé. Je me suis regardé dans le miroir. Je n'avais pas les larmes aux yeux. Je ne tremblais pas. Il n'y avait que le bleu sombre et effrayant des profondeurs marines. Ce visage serait le dernier visage amical que Laurent verrait. Quand je suis entré dans la salle de réunion, Laurent était déjà là. Il était assis au bout de la table. Son uniforme était impeccable, mais il semblait tendu. La vieille enveloppe jaune n'était pas là. Il la cachait probablement dans la poche intérieure de sa veste, près de son cœur, portant le poids de sa trahison. « Bonsoir, lieutenant », dis-je en fermant la porte derrière moi. Il sursauta. « Bonsoir, commandant. » Je pris place.
J'ouvris le dossier devant moi, mais je ne le regardais pas. Je fixai mon regard directement sur lui. L'incident d'aujourd'hui à la caserne. J'espère qu'il ne vous a pas déconcentré. Dis-je. Ma voix trahissait une inquiétude feinte. Votre femme semblait un peu tendue. Laurent déglutit. Non, commandant. C'est juste. Une affaire familiale. Un petit désaccord financier. Nous avons réglé le problème. Les désaccords financiers. Ai-je dit en m'adossant à ma chaise. C'est ennuyeux. Surtout pour nous qui vivons avec un salaire militaire. Parfois, on est obligé de saisir les opportunités qui se présentent, n'est-ce pas? Cette phrase changea l'atmosphère dans la pièce. Laurent me regarda, essayant de comprendre ce que je voulais dire. Savait-il quelque chose? Ou faisait-il simplement une remarque générale? Je ne comprends pas, commandant. Je souris. Je poussai vers lui une tablette posée sur la table. Ceci, dis-je en baissant la voix, est le panneau d'accès au fonds d'urgence de la base de Toulon. Ce fonds est un budget spécial réservé aux situations exigeant une rapidité opérationnelle et exempté de tout contrôle. Carburant, pièces de rechange, logistique. Dame millions d'euros, disponible sur simple approbation. Laurent regarda l'écran. Je pouvais voir la lueur de cupidité dans ses yeux, même dans la pénombre de la pièce. Il eut le souffle coupé lorsqu'il vit les chiffres. Pourquoi me montrez-vous cela? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Parce que, répondis-je en me levant pour me diriger vers la fenêtre. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ces détails, lieutenant. J'ai besoin d'un bras droit capable de prendre des initiatives, de gérer l'argent et de mener à bien les tâches sans se laisser ralentir par la bureaucratie. Les mots de passe et les codes d'autorisation se trouvent sur cette tablette. C'est un gage de la confiance que je vous accorde. Je me retournai. Laurent avait peur de toucher la tablette, mais ses doigts fourmillaient. Je pouvais lire dans ses pensées: avec cet argent, je pourrais rembourser mes dettes. Je pourrais payer les frais de succession absurdes qu'Élodie exige. Ensuite, je remettrais l'argent à sa place. Personne ne s'en apercevrait. C'est le plus grand mensonge des voleurs, je le remettrai à sa place. Vous pouvez me faire confiance, commandant, dit-il. Sa voix était désormais plus forte. Il avait mordu à l'hameçon. Très bien, ai-je répondu. Demain matin, la première chose à faire sera de verser une avance de 50 000 € au fournisseur de carburant pour l'opération en Afrique du Nord. Tu t'occuperas de cette transaction. Tu trouveras tous les détails sur ta tablette. À vos ordres. Quand il quitta la pièce, il était 19h30. Je pris immédiatement mon téléphone. Cette fois-ci, ce n'était pas François que j'appelais. J'appelais Pierre, mon camarade de classe à l'université, inscrit au barreau de Lyon et l'un des avocats immobiliers les plus redoutables de France. Sylvie, dit Pierre, surpris. Quel plaisir de t'entendre. Mais si tu appelles à cette heure-ci, c'est que tu as soit tué quelqu'un, soit coulé un sous-marin. C'est pire que ça, Pierre, ai-je répondu. Ma famille essaie de m'enterrer vivante. Je lui ai décrit le titre du document que j'avais vu à la caméra. Acte de succession et procédure de transfert. Les dates, la panique d'Élodie, l'enveloppe dans les mains de Laurent. Pierre est resté silencieux pendant un moment. Puis il a pris une profonde inspiration. Écoute, Sylvie, dit-il d'un ton grave. S'il y a dans ce document une procédure de transfert qui nécessite ta signature et que tu n'as rien signé, il y a deux possibilités. Soit on t'a fait une fausse procuration, ou bien, dit Pierre, ils essaient de te faire passer pour injoignable, ou mentalement incapable, afin d'obtenir une décision de tutelle. Pour cela, ils ont besoin de l'accord de tes parents. Donc oui, ta famille est impliquée. Et si cette enveloppe correspond à la dernière étape du processus, ils s'apprêtent à céder les biens à un tiers, probablement une société écran. J'avais la nausée. Mes propres parents allaient-ils me faire passer pour un malade mental ou un disparu afin de donner l'héritage qui me revenait de droit au mari d'Élodie? C'était pire que de l'argent. C'était une annihilation existentielle. Que pouvons-nous faire? Demandai-je. Ma voix était glaciale. Je peux les en empêcher, a répondu Pierre. Je peux obtenir une ordonnance conservatoire demain matin et geler toutes les transactions. Mais si je fais ça, ils le sauront. La guerre commencera. Non, ai-je répondu. La guerre ne commencera pas, Pierre. La guerre est déjà finie, mais ils ne le savent pas encore. Ne suspends pas les transactions. Laisse-les faire. Laisse-les signer. Laisse-les connaître leurs crimes. Sylvie, tu es sûre? Cela pourrait prendre des années pour récupérer les biens. Je m'en fiche, ai-je répondu en fixant les eaux sombres du port de Toulon. Ce ne sont pas les biens que je veux, c'est eux. Je veux les prendre en flagrant délit. Et pour cela, j'ai besoin que Laurent vole cet argent. Je raccrochai le téléphone. En bas, dans le parking, je vis Laurent monter dans sa voiture. Il avait le téléphone à l'oreille et parlait avec animation. Il annonçait probablement la bonne nouvelle à Élodie. J'ai trouvé l'argent, on règle ça demain. Pauvres idiots.
Ce qu'il ne savait pas, c'est que dès que Laurent transférerait les 50 000 € sur son compte le lendemain matin, les systèmes d'alarme du parquet militaire se déclencheraient. Car ce fonds d'urgence n'était pas réel. Cette tablette n'était qu'une simulation que j'avais mise en place avec mon équipe de cybersécurité. Laurent allait voler de l'argent fictif en commettant un véritable délit. Et dès qu'ils auraient apposé ces fausses signatures, ils auraient été accusés non seulement de vol, mais aussi de falsification de documents et d'escroquerie aggravée. Avez-vous déjà regardé dans les yeux des personnes qui vous sont chères et vous êtes-vous demandé combien me vendraient-ils? Moi, oui. Et j'ai trouvé la réponse. Je ne valais pas grand-chose. Mais mon retour serait inestimable. Je ne dormirai pas cette nuit. Demain matin, au lever du soleil, ce sera le jour du jugement dernier pour la famille Testude. Et je regarderai ce jugement dernier depuis le premier rang, une tasse de café à la main. 8h30 du matin. Le port de Toulon s'éveillait dans la brume. Sur le grand écran de mon bureau, l'interface du système de simulation était ouverte. Dans le coin supérieur droit, un voyant rouge clignotait. Ce voyant indiquait que le lieutenant Laurent Mercier était connecté à sa tablette et avait ouvert l'écran avance carburant. Mon café à la main, j'ai observé ce point rouge. C'était comme si je regardais le compte à rebours d'une bombe. Et puis, ça s'est produit. Un son mécanique s'est élevé du système transfert approuvé. Compte cible Global LOGISTICS Ltd. Panama. J'ai souri. Global Logistique Ltd. Était une société écran créée à la hâte par Laurent au milieu de la nuit, probablement via un intermédiaire trouvé par Elodie sur Internet. 50 000 €. De l'argent fictif provenant du budget militaire financé par les impôts des citoyens et qui allait finir dans la poche d'un joueur. Le crime était accompli. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Laurent avait appuyé sur la gâchette, mais le canon était braqué sur lui. Je me suis immédiatement précipité sur mon clavier. J'ai enregistré le reçu numérique du virement, les adresses IP et les captures d'écran du moment où Laurent utilisait sa tablette dans un dossier intitulé DOSSIR preuve 2. J'ai envoyé un bref message à Pierre, ils ont mordu à l'hameçon. Maintenant, c'est au tour du gros poisson. À ce moment précis, le téléphone interne de mon bureau a sonné avec insistance. C'était la sécurité de la caserne. Commandant, dit le sous-officier de service d'une voix tendue, je vous dérange, mais il y a un monsieur à la sécurité. Il insiste pour parler non pas à vous, mais au lieutenant Mercier. Cependant, nous n'arrivons pas à joindre le lieutenant. Qui est ce? Demandai-je sans quitter l'écran des yeux. Il s'appelle Antoine Testude. Il dit être votre père, commandant. Le stylo que je tenais à la main tomba sur la table. Mon père, Antoine Testude. Lui qui avait détesté toute sa vie la discipline militaire, qui trouvait les uniformes froids, qui considérait que le fait que sa fille devienne amiral était une perte de féminité, se tenait devant les portes de la base navale militaire de Toulon. Pourquoi était-il venu? Bien sûr, les signatures. Élodie et Laurent voulaient s'assurer que tout se passe bien. Ils avaient besoin de la signature manuscrite de mon père pour les procédures d'héritage et de transfert. Laurent avait probablement dit « J'ai réglé la question de l'argent, amène mon père, nous allons conclure l'affaire ». Ils avaient considéré la base militaire comme un lieu de rendez-vous plus sûr et plus discret qu'un notaire. Après tout, monsieur Legendre était commandant ici. J'ai pris une profonde inspiration. Cela ne faisait pas partie de mon plan. Mais la stratégie consiste à s'adapter aux circonstances changeantes. Sergent, dis-je en adoptant mon ton le plus officiel. Ne faites pas attendre votre invité. Donnez-lui un badge visiteur et... Je m'interrompis. Si j'envoyais mon père voir Laurent, il pourrait signer les documents là-bas. Je devais empêcher cela. Mais mieux encore, je devais enregistrer cela. Et dites-lui que le lieutenant Mercier est actuellement en réunion confidentielle. Conduisez-le dans mon bureau, c'est-à-dire le bureau du vice-amiral Testude. Dites-lui de patienter. À vos ordres, commandant. Je raccrochai le téléphone. Je me regardai dans le miroir. Mon visage arborait cette expression sévère de militaire, que mon père critiquait toujours. Bonjour papa, murmurai-je. Voyons voir si ces boîtes métalliques sont aussi froides que tu le pensais. 10 minutes plus tard, on a frappé à ma porte. Mon assistant, le colonel Moreau, a ouvert la porte et s'est écarté. Antoine Testude est entré. Il semblait plus âgé que la dernière fois que je l'avais vu, à table. Il portait un manteau en cachemire coûteux et tenait une mallette en cuir. En entrant, il a balayé la pièce du regard, les cartes murales, les maquettes de sous-marins, l'immense drapeau français derrière moi. Puis il m'a vu. J'étais assise derrière mon bureau, en uniforme, les étoiles sur les épaules. Je ne me suis pas levée. Je ne me suis pas approchée de lui. Sylvie, dit-il, surpris. Il y avait une hésitation dans sa voix. La grandeur de cet endroit, mon autorité. Tout cela l'avait intimidé. Antoine. Ai-je dit. Je ne l'ai pas appelé papa.
Ce soir-là, il avait perdu le droit d'être mon père à cette table. Qu'est-ce qui t'amène ici? D'habitude, tu n'aimes pas beaucoup la marine. Il s'est éclairci la gorge. Il a essayé d'adopter son ancien ton autoritaire, mais sa voix tremblait. Je suis venu voir Laurent. Mon gendre. J'ai entendu dire qu'il était officier ici. Tu l'as appris? Demandai-je en haussant les sourcils. Élodie ne te l'a pas dit? Ou bien Laurent t'a-t-il appelé ici en secret, à mon insu, pour mener une affaire louche? Elle détourna le regard. Elle tenait fermement sa mallette. Je savais ce qu'elle contenait. Les documents qui me volaient mon héritage s'y trouvaient. Ne dis pas de bêtises, Sylvie, dit-il. C'est juste. Une visite familiale. Je suis passé en chemin. On ne passe pas par Lyon pour aller à Toulon, Antoine. Dis-je en appuyant sur un bouton sur mon bureau. Les rideaux de la pièce se fermèrent automatiquement et les lumières s'atténuèrent. L'atmosphère se transforma, passant de celle d'un bureau à celle d'une salle d'interrogatoire. Assieds-toi, lui dis-je. Je suis pressé, je vais voir Laurent, dit-il en se dirigeant vers la porte. Asseyez-vous. Et je rugis. Ce son était celui qui mettait des milliers de soldats au garde-à-vous. Mon père s'est figé sur place. Il m'a regardé, sous le choc. Sa petite fille Sylvie lui donnait des ordres. Et il devait obéir. Il s'assit lentement sur une chaise. Laurent est occupé pour le moment. Je dis en projetant une image sur l'écran devant mon bureau. En fait, il est en train de connaître la plus grande erreur de sa vie. Une image en direct du bureau de Laurent apparut à l'écran. Laurent, téléphone à la main, marchait de long en large, paniqué. Mon père regarda l'écran. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, dis-je en me levant pour m'approcher de lui, que j'ai documenté le petit vol que ton gendre, toi et Élodie avez planifié. Je sais ce qu'il y a dans cette mallette, Antoine. Je sais que vous avez préparé ces faux rapports pour me déshériter. Et je sais aussi que Laurent vient d'essayer de voler de l'argent dans les caisses de l'État. Le visage de mon père devint livide. Tu nous surveilles? C'est mon royaume ici, Antoine. Dis-je en me penchant vers lui. Je sais tout ce qui s'y passe. Mais la vraie question est quel est ton rôle dans ce crime? Quand Laurent aura volé l'argent et que tu auras signé les documents, vous sortirez tous les deux de cette pièce menottée. Un tribunal militaire n'est pas comme un tribunal civil, papa. Il n'y a pas de réduction familiale. Là-bas, mon père se mit à trembler. Il y avait de la peur dans ses yeux. Pour la première fois, il avait vraiment peur. Sylvie, Élodie a dit. Élodie a dit. Ai-je répété avec dérision. Toute ta vie, tu as toujours fait ce qu'Élodie te disait de faire. Maintenant, c'est moi qui te dis, soit tu ouvres ce sac, tu me donnes les documents et tu témoignes, soit tu vas en prison avec Laurent. La pièce fut plongée dans le silence. Mon père ouvrit le sac à main avec ses mains tremblantes. Il en sortit l'enveloppe jaune et la posa sur mon bureau. Je pris l'enveloppe. Je l'ouvris. Mes yeux parcoururent les lignes. La vice-amiral Sylvie Testude a perdu sa capacité financière et juridique en raison du stress lié à son travail et d'un syndrome de stress post-traumatique. Je me mis à rire. Ce rire était une réponse à celui qu'ils avaient poussé à table ce soir-là. Ils avaient essayé de me faire passer pour un fou. Mais maintenant, ce rapport de folie allait causer leur perte. Bien. Ai-je dit en refermant l'enveloppe et en la rangeant dans mon coffre-fort. Maintenant, jouons la dernière scène. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Laurent. Mon père me regardait avec horreur. Lieutenant Mercier. Dis-je au téléphone. Commandant. La voix de Laurent était paniquée. Votre père, monsieur Testude, est ici. Il est dans mon bureau. Il dit que vous avez des documents à signer. Venez immédiatement. Il y eut un silence au bout du fil. Je pouvais entendre Laurent retenir son souffle. À vos ordres, commandant. J'arrive. Je raccrochai le téléphone. Je me tournai vers mon père. Essuie tes larmes, Antoine, dis-je. Ton gendre arrive. Tu dois être beau pour lui, car dans quelques instants, nous allons montrer au monde entier à quel point notre famille est unie. On frappa à la porte. Et Laurent Mercier entra pour signer son arrêt de mort. Lorsque Laurent entra, son visage affichait une étrange expression de soulagement. Il considérait probablement la présence de mon père comme la dernière étape avant la signature des documents et le blanchiment de l'argent. Dans la pénombre de la pièce, il ne me vit pas tout de suite, mais aperçut mon père, recroquevillé dans un fauteuil dans un coin, la tête baissée. « Antoine » murmura-t-il, comme s'il s'adressait à un complice secret. « Tu es venu. Super. J'ai réglé la question de l'argent. Cette femme. La commandante, enfin, m'a donné les autorisations nécessaires. Il ne te reste plus qu'à signer les papiers de transfert, et tout sera. » Il ne put terminer sa phrase. Car j'avais allumé la lampe posée sur mon bureau. La lumière éclairait mon visage et mon uniforme de contre-amiral. Mais surtout, elle éclairait l'enveloppe jaune posée au milieu de mon bureau. Laurent se figea. Son regard se posa sur mon père. Mon père ne leva pas la tête.
Ses épaules tremblaient. Était-il en train de pleurer ou tremblait-il de peur? Cela m'était égal. Puis son regard se posa à nouveau sur l'enveloppe. Et enfin sur moi. Commandant, dit-il d'une voix cassée. Je voulais juste. Vous avez seulement quoi, lieutenant? Dis-je en me levant lentement de ma chaise. Vous êtes seulement venu rendre visite à votre beau-père? Ou bien pour faire signer ce rapport prouvant que je suis mentalement instable? Et transférer 50 000 € à votre société écran au Panama. Laurent recula d'un pas. Il était livide. Comment savez-vous cela? J'ai appuyé sur la télécommande que je tenais dans ma main. Sur l'écran géant derrière moi, le message transfert approuvé est apparu, ainsi que l'image du moment où Laurent avait appuyé sur le bouton. Nous sommes dans une base militaire, lieutenant. Dis-je en m'approchant de lui. Ma voix était calme, mais chaque mot était comme une balle. Ici, chacun de vos pas, chacune de vos touches, chacun de vos souffles est enregistré. Et vous venez de tenter de voler l'État dans une simulation que j'ai mise en place. Une simulation? Laurent regarda l'écran avec stupéfaction. Mais, l'argent. Il n'y a pas d'argent, Laurent. Dis-je en souriant. Cet argent n'a jamais existé. Mais ton crime, lui, il est bien réel. Tentative de détournement de fonds. Escroquerie aggravée. Falsification de documents. Laurent regarda autour de lui comme s'il cherchait une issue. Puis son regard se posa sur mon père. Antoine, cria-t-il, la voix paniquée. Dis-lui, c'était ton idée. C'était ton idée et celle d'Élodie. Je ne faisais que vous aider. Mon père leva la tête. Il avait les larmes aux yeux, mais sous ses larmes, on pouvait voir la lueur hideuse de l'instinct de survie. Il ment, cria mon père en se levant d'un bond. Sylvie, je te le jure, je ne voulais pas venir. Ils m'ont forcé. Élodie et cet homme. Ils avaient des dettes. Ils voulaient hypothéquer ma maison. Comme je refusais, ils ont jeté l'heure dévolue sur ton héritage. J'essayais de te protéger. J'avais la nausée. Mon propre père vendait l'homme avec lequel il s'était associé 5 minutes plus tôt pour sauver sa peau. Il n'y avait pas de limite à la trahison. Laurent s'est approché de mon père. Espèce de vieux salaud. C'est toi qui as dit à Élodie, ta sœur est folle, elle ne mérite pas cet argent. Ça suffit. Ma voix résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Ils se turent tous les deux. J'appuyai sur le bouton rouge sous la table. La porte latérale de la pièce, une porte privée que seul moi et le personnel au gradé utilisions, s'ouvrit. Le colonel Jean-Luc, procureur militaire, entra, un dossier à la main. Il était accompagné de 2 militaires armés. Avez-vous tout entendu, colonel? Demandai-je sans quitter Laurent et mon père des yeux. Chaque mot, commandant, a répondu le procureur avec un professionnalisme froid. De plus, les registres de transfert et le faux rapport que vous avez en main ont été ajoutés à notre dossier. Laurent s'est effondré à genoux en voyant les policiers. Tout son charisme de couverture de magazine. Son attitude arrogante avait disparu, ne laissant place qu'à un enfant effrayé. Commandant, je vous en supplie. S'est-il mis à pleurer? Ma femme est enceinte. Élodie est enceinte. Vous ne pouvez pas m'envoyer en prison. Élodie n'est pas enceinte, lieutenant. Dis-je sans pitié. J'ai enquêté sur elle aussi. Élodie a menti pour vous convaincre de l'épouser. Tout comme vous lui avez menti en lui disant que vous étiez riche. Vous êtes tous les deux amoureux de vos mensonges respectifs. La dernière lueur d'espoir dans les yeux de Laurent s'éteignit. Les gardes militaires le relevèrent par les bras. Le bruit métallique des menottes résonna dans la pièce. Mon père se tourna vers le procureur en tremblant. Je suis un civil. Vous ne pouvez pas me juger devant un tribunal militaire. Le procureur lança un regard glacial à mon père. Ce crime a été commis dans une installation militaire, en collaboration avec du personnel militaire et au détriment du budget militaire, monsieur Testude. Nous vous plaçons en détention pour complicité et incitation de personnel militaire à commettre un crime. Le juge décidera du reste. Mon père se tourna vers moi. Sylvie, ma fille, ne fais pas ça. Je le regardais. Je regardais ses mains qui, dans mon enfance, caressaient ma tête. Elle tremblait maintenant. Ne m'appelez pas ma fille. Antoine, dis-je. Votre fille est morte à cette table. La personne qui se tient devant vous est le vice-amiral de la Marine nationale française. Et vous êtes actuellement un criminel relevant de ma juridiction. Les gardes ont menotté mon père. Alors qu'ils étaient tous deux emmenés, Laurent pleurait et mon père marchait la tête baissée. La porte se referma. Le silence revint dans la pièce. J'étais seule. J'ai pris l'enveloppe jaune posée sur la table. Le rapport, il n'est pas sain d'esprit. J'ai déchiré l'enveloppe lentement. Puis je l'ai jeté dans la déchiqueteuse. Le bruit des rouages de la machine déchiquetant le papier était pour moi un chant de victoire. Mais cette victoire n'était pas aussi douce que je l'avais espéré. Je ressentais un vide en moi. Je n'avais pas perdu ma famille, car je n'en avais jamais eu. J'avais seulement perdu l'illusion que j'avais cru posséder.
Et c'était le prix à payer pour ma liberté. J'ai pris mon téléphone. Il était temps d'appeler Elodie. Son mari et son père étant en prison, c'était à moi de lui annoncer la nouvelle. Mais avant cela, j'avais encore une chose à faire. Je me suis retourné vers l'écran et j'ai envoyé un dernier message à Pierre: les gros poissons sont pris au piège. Il est temps maintenant de détruire cette maison à Lyon. Pensez-vous que justice a été rendue? Ou aurais-je dû pardonner mon père? Un père mérite-t-il d'être pardonné, quoi qu'il ait fait? Ou bien le lien du sang est-il une excuse qui couvre la trahison? J'attends vos commentaires, car l'histoire n'est pas encore terminée. Elodie est toujours en liberté et n'a pas encore porté le coup le plus dur. Le lendemain, au lever du soleil, j'étais déjà en route. Direction Lyon. Derrière moi, j'avais laissé un mari et un père qui s'accusaient mutuellement entre les murs froids de la prison militaire. Devant moi, il y avait le dernier côté de ce triangle de trahison, ma sœur Elodie. Je ne l'ai pas appelée. Les mots que j'aurais prononcés au téléphone auraient atténué l'effet de ceux que j'allais lui dire en face. Je devais la frapper là où elle se sentait le plus en sécurité, dans cette maison en pierre qu'elle appelait le crayon. C'est ma mère qui a ouvert la porte. Elle avait les yeux gonflés. Elle avait probablement passé toute la nuit à attendre des nouvelles de mon père et de Laurent. En me voyant, son visage s'est détendu un instant, puis la peur l'a immédiatement envahi. « Sylvie » a-t-elle murmuré. « Ton père. Où est ton père ?» Il ne répond pas au téléphone. Je suis entrée. Sans enlever mon manteau, je me suis dirigée vers le salon où se trouvait cette maudite table à manger. Elodie était là. Assise dans un fauteuil, elle cherchait nerveusement quelqu'un au téléphone. En me voyant, elle a raccroché. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» cria-t-elle. « Et où est mon mari? Où est mon père? C'est toi qui les as séduits ?» J'ai souri. J'ai sorti un dossier de mon sac et l'ai jeté sur la table. Le dossier a glissé jusqu'à s'arrêter devant Elodie. « Ton mari et ton père, ai-je dit d'une voix calme, sont actuellement interrogés à la prison militaire de Toulon pour escroquerie aggravée, falsification de documents officiels et tentative de détournement de fonds publics. » La pièce fut plongée dans le silence. Seul le tic-tac de l'horloge murale se faisait entendre. Ma mère porta la main à sa bouche. « En prison? Mais Antoine ne ferait jamais ça. Antoine a tout fait, maman. » dis-je en me tournant vers elle. Il a même vendu son gendre pour se sauver. Laurent a vendu mon père. En ce moment, ils sont occupés à raconter leurs secrets inavouables au procureur. Elodie ouvrit le dossier. Elle vit les procès-verbaux d'arrestation et une copie des aveux de Laurent. Ses mains se mirent à trembler. « C'est un mensonge, » dit-elle, mais sa voix ne sortait pas. « C'est toi qui as fait ça. Tu nous enviais, alors tu les as calomniés. Jaloux. » ai-je répondu en riant. « Elodie, tu te souviens du mensonge de ton mari qui te disait qu'il était riche? En réalité, il n'avait pas un sou. Il a endetté mon père pour financer ta vie luxueuse. Et pour rembourser ses dettes, ils ont essayé de voler mon héritage. » Elodie secoua la tête. « Non, Laurent a des entreprises. La seule entreprise de Laurent, c'était la société écran qu'il a utilisée dans le piège que je lui ai tendu hier soir. » dis-je. « Et toi? Tu n'es pas enceinte, n'est-ce pas? Ce petit mensonge que tu as raconté à Laurent pour le convaincre de se marier. » Le visage d'Elodie devint livide. « Tu es le diable. » « Je ne suis pas le diable, ma sœur. » dis-je en faisant un pas vers elle. « Je ne suis qu'un miroir. Je vous montre votre vrai visage. » À ce moment-là, on a frappé à la porte. Ma mère a regardé la porte avec étonnement. « Qui est ce? » « Mon avocat Pierre, répondis-je. Et il est accompagné d'huissier. »« Dame huissier ?» Elodie se leva d'un bond. « Quel huissier? Cette maison est à nous. » Pierre entra. Il tenait un gros dossier à la main. Il m'a salué brièvement d'un signe de tête et a ouvert le dossier. « Malheureusement, Madame Mercier, » a dit Pierre avec son ton professionnel et impassible d'avocat. « Cette maison était hypothéquée parce que votre père, Antoine Testude, s'était porté garant des dettes de jeu de votre mari, Laurent Mercier. Et comme les dettes n'ont pas été remboursées, la banque a décidé de saisir la propriété. » Ma mère s'effondra sur place. « Notre maison, elle va disparaître? » « Non, répondis-je. » Tout le monde me regarda. « La maison ne part pas. » ai-je dit en sortant un chéquier de ma poche. Parce que j'ai racheté la dette hypothécaire à la banque ce matin. J'ai remboursé toutes les dettes. Une lueur d'espoir apparut dans les yeux d'Elodie. « Sylvie, tu nous as sauvés. » Je savais que tu ne nous mettrais pas à la rue. Je me suis approchée de son visage. Il n'y avait qu'un souffle entre nous. « Je ne vous ai pas sauvée, Elodie. » ai-je murmuré. « J'ai acheté la maison. Elle m'appartient désormais. Le titre de propriété, les clés, tout. Mais où allons-nous vivre? » demanda ma mère en pleurant. Je regardai ma montre. « Vous avez environ 2 heures pour y réfléchir, dis-je, parce que le camion de déménagement est en route. Je vous laisse le temps de rassembler vos affaires. »
Seulement vos effets personnels. Les meubles, les tableaux, vos couverts en argent que vous aimez tant. Tout cela restera dans la maison. Tu ne peux pas faire ça, s'écria Élodie. J'ai aussi des droits dans cette maison. J'ai grandi ici. Tu as grandi dans cette maison, mais tu l'as trahi. Lui ai-je répondu. À partir du moment où tu m'as humilié à cette table, tu as perdu tes droits dans cette maison. Maintenant, soit tu vas rassembler tes affaires, soit tu seras expulsé par la police. À toi de choisir. Élodie fit mine de m'attaquer, mais Pierre s'interposa. Agression physique, dit Pierre calmement. Si nous ajoutons cela au dossier, vous rejoindrez votre mari en cellule beaucoup plus rapidement, Madame Mercier. Élodie s'arrêta. Elle me regarda haletante. Ses yeux reflétaient une haine pure. Mais derrière cette haine, il y avait aussi le goût amer de la défaite. Elle se retourna et courut dans sa chambre. Ma mère, quant à elle, ne faisait que pleurer. Elle ne pouvait même pas me regarder. Je me retrouvai seule dans le salon. Je regardais cette maudite table à manger. Quelques mois plus tôt, j'étais assise ici, femme seule et mal aimée. À présent, je me tenais debout, propriétaire de cette maison, juge et bourreau de cette famille. Qu'auriez-vous fait à ma place? Les auriez-vous pardonnés et autorisés à rester dans la maison? Ou bien, comme moi, les auriez-vous mis à la porte en disant que la pitié affaiblit la justice? Je veux entendre la voix de votre conscience dans vos commentaires, car ma conscience est aussi silencieuse que le fond de l'océan. 2 heures plus tard, Élodie et ma mère sont sorties de la maison, quelques valises à la main. Il pleuvait toujours. Elles sont montées dans un taxi et sont parties. Je ne leur ai pas demandé où elles allaient. Je m'en fichais. J'ai fermé la porte. J'ai tourné la clé. Et j'ai écouté le silence. La maison était vide. Mais elle n'était plus froide. Elle était désormais propre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car Élodie avait encore un dernier coup à jouer. Une personne qui n'a plus rien à perdre est la plus dangereuse. Et Élodie, dans le dernier regard qu'elle m'a lancé en partant, m'a fait comprendre que cette guerre n'était pas encore terminée. On peut jeter quelqu'un à la rue. On peut lui prendre son argent. Mais on ne peut pas le réduire au silence. Surtout si cette voix est aussi douée qu'un artiste pour mentir. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais quitté la maison de Lyon. Tout était calme. Trop calme, même. Laurent et mon père étaient en prison, en attente de leur procès. Ma mère s'était réfugiée chez ma tante. Élodie avait disparu. Mais le calme avant la tempête est le plus dangereux. Un matin, alors que je buvais mon café dans mon bureau, mon assistant, le colonel Moreau, est entré en panique. Commandant, m'a-t-il dit en me tendant sa tablette, vous devez voir ça. Tout de suite. J'ai pris la tablette. L'image à l'écran était celle de l'émission matinale la plus regardée en France, La Voix du matin. Et la personne assise dans le fauteuil rouge du studio était Élodie. Mais ce n'était pas l'Élodie que je connaissais. C'était une Élodie victime. Sans maquillage, pâle, vêtue d'un vieux pull trop large. Elle racontait quelque chose au présentateur, en larmes. J'ai augmenté le volume. Ma sœur, disait-elle en sanglotant. La vice-amiral Sylvie Testude. Elle a utilisé son pouvoir et son grade pour nous détruire. Elle a fait emprisonner mon mari, un militaire patriote, à l'aide de calomnies. Elle a fait souffrir mon père, un homme âgé et malade. Et elle nous a jetés à la rue alors que j'étais enceinte. Dame et s'élevèrent dans le studio. Le présentateur prit la main d'Élodie avec une fausse compassion. Incroyable, dit-il. Comment un commandant de la marine peut-il infliger de telles souffrances à sa propre famille? Cette femme est-elle un monstre? C'est un monstre? S'écria Élodie. Elle a tout planifié pour nous voler notre héritage. Elle a essayé de nous faire passer pour des fous. Mais c'est elle qui est malade. Elle est victime d'une intoxication au pouvoir. J'ai consulté les réseaux sociaux. Sur Twitter, le hashtag Amiral Cruel était en tête des tendances. Milliers de personnes me maudissaient et réclamaient ma démission. Le ministère ne cessait de m'appeler. Le plan d'Élodie était simple mais efficace. Me lyncher devant l'opinion publique afin de mettre fin à ma carrière militaire et de faire abandonner les poursuites sous la pression de l'opinion. Elle jouait si bien le rôle de la femme victime, que j'étais moi-même sur le point de la croire. Le colonel Moreau m'a regardé avec inquiétude. Préparons un communiqué de presse, commandant. Disons qu'il s'agit d'une calomnie. Non, répondis-je en me levant. Un communiqué de presse, c'est une défense. Et je ne me défends pas, colonel. J'attaque. Que comptez-vous faire? Je participerai à cette émission. Ai-je répondu. En direct. Mais commandant, ce serait du suicide. Le public du studio, le présentateur, ils croient tout à cette histoire. Ils vont vous démolir. J'ai enfilé la veste de mon uniforme. Je me suis regardé dans le miroir. Qu'ils essaient de me démolir. Ai-je dit. Mais n'oubliez pas, colonel, les requins aiment l'odeur du sang. Je vais leur en donner un peu. Mais pas le mien. 2 heures plus tard, j'étais dans le studio à Paris.
Le présentateur avait immédiatement accepté de me faire participer à l'émission, y voyant une occasion de faire exploser l'audimat. Quand je suis entré dans le studio après la pause publicitaire, il y avait un silence glacial. J'ai marché dans mon uniforme, mes médailles brillant sur ma poitrine. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'Élodie. Elle ne m'a pas regardé. Elle a continué à sangloter. « Bienvenue, commandant Testude », a dit le présentateur d'un ton agressif. « Les accusations de votre sœur sont terribles. Est-il vrai que vous l'avez jetée à la rue alors qu'elle était enceinte et que vous avez calomnié son mari? Quelle est la raison de cette cruauté ?» Le public dans la salle a commencé à murmurer. Je sentais leur regard haineux posé sur moi. Je pris une profonde inspiration, et je me plongeai dans le calme des profondeurs de l'océan. La cruauté, dis-je, ma voix résonnant clairement et puissamment dans le micro, est un concept relatif. Par exemple, est-il plus cruel d'enfermer sa propre sœur dans un hôpital psychiatrique pour s'emparer de son héritage, ou est-ce la sœur qui empêche cela? Élodie a levé la tête. Il ment. Il calomnie encore. Calomnie? Ai-je dit en sortant une clé USB de ma poche. Vous savez, les militaires aiment les documents. Ils aiment les preuves. Je tendis la clé USB au présentateur. Pouvez-vous afficher cela à l'écran, s'il vous plaît? En particulier les fichiers intitulés Rapport 1 et Enregistrement audio 2. Le présentateur hésita, mais sur ordre de la régie, il inséra la clé. Un document apparut sur l'écran géant. Demande de mise sous tutelle objet, aliénation mentale de Sylvie Testude. En bas, il y avait les signatures de mon père et d'Élodie. La date remontait à une semaine avant mon départ pour Lyon. Les murmures dans le studio se transformèrent en cris de stupéfaction. C'est un faux, s'écria Élodie. Ah bon? Ai-je répondu. Et ça, alors? L'enregistrement a commencé. Les aveux de mon père dans mon bureau. Ils m'ont forcé. Élodie et cet homme. Ils avaient des dettes. Ils voulaient hypothéquer ma maison. Comme je refusais, ils ont jeté l'or dévolu sur ton héritage. Puis la voix de Laurence. Élodie est enceinte. Vous ne pouvez pas me mettre en prison. Et ma réponse, Élodie n'est pas enceinte, lieutenant. Elle vous a trompé. À la fin de l'enregistrement, il n'y avait pas un bruit dans le studio. Tout le monde regardait Élodie. Le masque de victime d'Élodie était tombé, laissant apparaître une menteuse paniquée. Et enfin, ai-je dit en me levant, ma sœur prétend être enceinte. Mais j'ai en ma possession les dossiers du traitement contre la stérilité qu'elle a elle-même suivi le mois dernier à l'hôpital de Lyon. Il est médicalement impossible qu'elle soit enceinte. C'était le coup de grâce. Le mensonge d'Élodie, je me suis retrouvée à la rue avec mon bébé. Venait d'exploser devant des millions de personnes. Le présentateur était sous le choc. Madame Élodie, est-ce vrai? Élodie n'a pas pu répondre. Elle s'est mise à trembler. Ses yeux se sont voilés. Et à ce moment-là, cette Élodie si forte, si manipulatrice, a fait une crise de nerfs en direct. Elle a renversé la table en hurlant, elle a essayé de m'attaquer, mais les agents de sécurité l'ont retenue. J'ai fait tout ça à cause de toi, criait-elle. Tu as toujours été parfaite. Tu as toujours été la préférée de mon père. Je te déteste. Les caméras continuaient de tourner. Je suis restée immobile. Je me suis contentée de regarder ma sœur qui se débattait. Je n'étais pas la préférée de mon père, Élodie, ai-je dit doucement. J'étais simplement la seule à pouvoir voler de mes propres ailes. Ce n'est pas moi que tu détestes. Ce que tu détestes, c'est ton propre échec. En sortant du studio, il n'y avait pas d'applaudissements derrière moi. Pas de huée non plus. Seulement le silence lourd et oppressant de la vérité. Le cirque médiatique était terminé. Le dompteur avait dévoré le lion. Quand je suis sortie, il avait commencé à pleuvoir. Les gouttes qui tombaient sur mon visage semblaient nettoyer la saleté des lumières du studio. Était-ce fini? Oui, cette fois, c'était vraiment fini. Mais chaque fin est un nouveau départ. Il était temps de sortir ma vie des décombres. 6 mois s'étaient écoulés depuis le cirque médiatique et cette nuit chaotique. 6 mois, c'est court pour reconstruire sa vie, mais suffisant pour que justice soit faite. En sortant du tribunal, j'ai senti le poids qui pesait sur mes épaules enfin s'envoler. Le verdict était sans appel. Laurent Mercier a été condamné à 8 ans de prison pour escroquerie aggravée, détournement de fonds et falsification de documents officiels. Il a été déchu de son grade militaire. Il n'était plus qu'un numéro de détenu. Mon père, Antoine Testude, en raison de son âge avancé et de ses problèmes de santé, ainsi que de son statut de repenti, il a été condamné à 3 ans de prison, mais cette peine a été convertie en liberté surveillée. Il n'est pas allé en prison, mais il n'avait plus le visage à montrer en société. Tous ses biens ont été saisis pour payer ses dettes et ses indemnités. Aujourd'hui, il vit seul avec ses péchés passés dans une petite chambre de maison de retraite fournie par l'État. Et Élodie, cette émission en direct a causé sa perte. Après une crise de nerfs, elle a été hospitalisée et le tribunal, jugeant qu'elle n'était pas pénalement responsable, l'a envoyée dans un hôpital psychiatrique pour une durée indéterminée.
Dans son monde imaginaire, elle croit toujours vivre avec son bébé qui n'est jamais né et son mari riche qu'elle n'a jamais eu. Justice avait été rendue, mais mon travail n'était pas encore terminé. Je suis retournée une dernière fois à Lyon, dans cette maison en pierre, la maison où j'avais passé mon enfance, mais où je n'avais jamais été heureux. La maison m'appartenait désormais entièrement. Pierre s'était occupé de toutes les formalités juridiques. La valeur de la maison, du jardin, des meubles anciens, tout cela représentait des millions d'euros. Les agents immobiliers faisaient la queue devant ma porte. Vendons-la immédiatement, commandant, disait-il. Cette maison vaut une fortune. Oui, elle valait une fortune. Mais cette fortune était sale. Le silence de ma mère, l'arrogance de mon père et la jalousie d'Élodie imprégnaient les murs de cette maison. J'aurais pu prendre cet argent et vivre dans le luxe. Mais cela aurait été ce qu'il voulait. Et je ne ferais rien de ce qu'il voulait. Je me suis arrêtée dans le jardin. Les ouvriers étaient en train d'enlever la plaque décorative Manoir Estude qui était accrochée à la porte. Le grincement du métal purifia mon âme. Commandant, dit Pierre en s'approchant de moi. Il tenait la nouvelle enseigne dans ses mains. Êtes-vous sûr? C'est un don très important. J'en suis sûr, Pierre, répondis-je en fixant la nouvelle enseigne. La seule chose que l'argent ne peut acheter, c'est l'honneur. Et c'est la seule façon pour moi de laver l'honneur perdu de cette famille. Les ouvriers ont accroché la nouvelle enseigne. Cette maison n'était plus un manoir. C'était désormais le foyer de jeunes filles rejetées par leur famille, privées de soutien et dont les rêves étaient méprisés. C'était un foyer qui leur offrait des bourses, un toit et surtout qui leur disait tu peux tout accomplir à ceux qui leur disaient tu n'y arriveras pas. La salle à manger où mes parents m'humiliaient. Elle était désormais une bibliothèque. La chambre qu'Élodie utilisait uniquement pour se pomponner, elle était désormais un laboratoire de sciences. Et ma petite chambre sombre, celle D, elle était désormais le bureau du directeur de la fondation. Mais sa porte était toujours ouverte. Le jour de l'inauguration, il n'y avait ni politicien ni célébrité à mes côtés pour couper le ruban. Il n'y avait que Sophie, 17 ans, la première élève de la fondation, qui avait été chassée de chez elle par sa famille qui lui disait « Tu ne peux pas devenir ingénieur ». Je lui ai tendu les ciseaux. « C'est ta maison, Sophie », lui ai-je dit. « Et ton avenir ». La lueur dans les yeux de Sophie. À ce moment-là, j'ai senti que toutes ces souffrances, toutes ces trahisons en valaient la peine. J'avais perdu ma famille. Mais j'avais gagné des centaines de nouvelles sœurs, des centaines de nouveaux enfants. Mon nom de famille est toujours Testude. Mais ce nom n'est plus associé à la famille de l'amiral arrogant. Ce nom est désormais un symbole d'espoir et de renaissance. Et vous, si vous héritiez d'une fortune, mais qu'elle était chargée de souvenirs douloureux, que feriez-vous? La vendriez-vous pour profiter de la vie, ou bien, comme moi, effaceriez-vous le passé pour investir dans l'avenir? J'attends vos réponses dans les commentaires. Car la véritable richesse, ce ne sont pas les chiffres sur votre compte en banque, mais le nombre de vies que vous avez touchées. 15 ans ont passé. Mes cheveux ont blanchi, les rides sur mon visage se sont creusées. Je ne suis plus en service actif. J'aurais pu retirer les étoiles de mes épaules et me retirer dans mon coin en tant qu'amiral à la retraite. Mais un marin ne débarque jamais vraiment. Il trouve simplement un nouveau port où jeter l'ancre. Aujourd'hui, je suis dans ce port. Dans le jardin de la Fondation Blue Horizon. Cette maison en pierre froide de Lyon est désormais remplie de voix joyeuses. Assis sous le vieux chêne du jardin, je regarde la cérémonie de remise des diplômes. Devant moi se tiennent 50 jeunes filles vêtues de toches bleues. Tout était autrefois, comme moi, des enfants indésirables, jugées insuffisantes. Aujourd'hui, elles sont médecins, ingénieurs, artistes, officiers. L'actuelle directrice de la fondation monte à la tribune. C'est Sophie, celle qui avait les yeux effrayés lorsque nous avons coupé le ruban ensemble il y a 15 ans. Aujourd'hui, à 32 ans, c'est une ingénieure navale sûre et forte. Et c'est aussi ma fille spirituelle. Sophie se penche vers le micro. Son regard balaye la foule et me trouve. Aujourd'hui, dit Sophie d'une voix tremblante mais fière, avant de recevoir nos diplômes, nous avons une surprise. Cette surprise n'est dédiée qu'à une seule personne, mais aussi à une idée. L'idée qu'une femme peut renaître de ses cendres et créer une forêt. Le rideau géant derrière elle s'ouvre. Sur l'écran apparaît un immense navire de recherche océanographique moderne, dont la construction vient d'être achevée dans les chantiers navals de Toulon. La coque du navire est bleu océan, et sur sa proue, on peut lire son nom écrit en lettres dorées, NS Sylvité STU des gels et larmes aux yeux. J'ai commandé des navires de guerre pendant des années. Dame machine de mort, des missiles nucléaires. Mais aujourd'hui, mon nom vit sur un navire qui va explorer le monde, servir la science et protéger la vie. Sophie poursuit, ce navire a été conçu par nos étudiantes ingénieurs qui ont bénéficié des bourses de la Fondation Blue Horizon. Et son capitaine sera Leila, également diplômée de cette fondation. Ce navire fera ce que notre mère Sylvie nous a enseigné, il ne craindra pas les tempêtes, il plongera dans les profondeurs et naviguera toujours vers la lumière. Tout le jardin applaudit. Les filles, mes élèves, ma famille.
Tous se tournent vers moi et m'applaudissent. Je ne suis plus seule. La femme humiliée à cette table n'existe plus. Il y a maintenant la femme qui a renversé cette table, qui a acheté cette maison, mais surtout qui a transformé cette maison en un foyer. Je me lève, non pas en m'appuyant sur ma canne, mais en m'appuyant sur la fierté légitime que m'ont donnée toutes ces années. Je regarde le ciel. Le soleil qui perce à travers les nuages réchauffe mon visage. Mon père est mort, seul, dans une maison de retraite. Suis-je allée à son enterrement? Oui, mais je n'ai pas pleuré. J'ai simplement fait mon devoir. Élodie, elle est toujours à la clinique. Je vais parfois lui rendre visite. Elle ne me reconnaît pas. Elle dit ma sœur va venir, elle va me sauver. Je lui souris et je lui dis elle viendra, bien sûr, parce que la sœur qu'elle attend est morte à cette table. Je suis cette nouvelle femme qu'elle ne connaît pas. La vie vous offre parfois les plus grandes souffrances sous la forme des plus beaux cadeaux. La trahison a été mon carburant. La colère a été ma boussole. Mais l'amour a été ma destination. Et maintenant, pour conclure cette histoire, je voudrais vous dire une dernière chose. Si, en ce moment, quelqu'un vous méprise, vous dit que vous n'y arriverez pas, essaie de vous enfermer dans une pièce, dans un moule, dans un rôle. Ne l'écoutez pas. Souriez simplement. Et commencez à construire votre propre bateau. Car la plus belle vengeance est d'être plus heureux et plus prospère qu'il ne pourrait l'imaginer.